Bonjour à tous, bienvenue. La plupart des partis de l'opposition ont refusé de se plier aux injonctions du ministère de l'Intérieur pour exister officiellement. Les raisons sont diverses et variées. C'est donc un nouveau tournant de cette crise post-électorale qui s'écrit en ce moment au Bénin. Pour mieux comprendre ces refus et les implications, notamment au plan juridique, nous avons invité pour vous deux acteurs au profil différent, donc Lama Balo, chargé de l'information et de la communication, porte-parole de l'Union sociale libérale USL, des partis politiques donc de l'opposition ayant là refusé de se conformer à ces injonctions, et Maître Paul Kato Atita, avocat. On fera avec lui la lecture juridique des différentes options. Chers invités, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Avancé. Bonjour à tous les auditeurs. Merci à vous et à vos auditeurs. La première question s'adresse à vous, donc Lama Balo. Pourquoi avez-vous refusé d'obtempérer, de suivre ces injonctions du ministère de l'Intérieur pour exister enfin officiellement? Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer aux auditeurs la position de notre parti politique. En réalité, le ministère de l'Intérieur nous demande un déni total. Lorsque je dis un déni total, c'est que le ministère nous renvoie à des formalités qu'il avait demandées il y a de cela quelques mois, lorsqu'on se préparait, n'est-ce pas, à exister et à aller aux élections législatives. Le ministère avait sorti un certain nombre d'observations. Nous constatons aujourd'hui que rien n'a changé, rien n'a bougé. On a plutôt ramené les mêmes observations qu'on avait rejetées à l'époque. Le ministère nous demande par exemple de faire un congrès, un nouveau congrès, comme si on n'avait jamais existé depuis. Le ministère nous demande de nous conformer à un article de cette charte des partis politiques que nous avions rejeté. Et lorsque vous faites la lecture de cet article, autrement dit, nous sommes obligés, nous, aujourd'hui, de renoncer à M. Sébastien Germain-Javon comme président d'honneur du parti, sous prétexte qu'il aurait été condamné à une peine infamante, alors que vous connaissez toute l'histoire sur ce dossier. Donc, en réalité, rien n'a bougé. Si nous n'avions pas accepté il y a quelques mois ce que le ministère nous reproche, aujourd'hui, ce serait un déni total pour nous de l'accepter. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons rejeté cela. Nous pensons que nous avons déjà rempli toutes les formalités, nous avons un récépissé. Donc, ce que nous demande le ministère, totalement illégal. On ne peut pas, n'est-ce pas, substituer des documents légaux que nous avions déjà déposés par des documents purement illégaux. Ce qui nous a demandé, c'est de refaire les choses sans tenir compte de la réalité. Voilà un peu c'est pourquoi nous sommes restés droits dans nos bottes pour dire que, en réalité, le ministère n'a pas bougé d'un iota. Oui, mais de quoi avez-vous peur s'il ne s'agit que de ramener les mêmes papiers et de les ramener au ministère de l'Intérieur pour exister? Non, nous n'avons peur de rien du tout. Il ne s'agit pas de ramener les mêmes papiers. Il s'agit d'observations qui avaient été déjà faites et qu'on avait contestées. Que diriez-vous de nous aujourd'hui si, il y a quelques mois, nous avions contesté des observations qu'aujourd'hui on se remet à les respecter? Ça veut dire que nous reconnaissons nous-mêmes que nous étions en erreur, ce qu'on n'a jamais reconnu. Ça veut dire également que nous n'avons jamais existé. Donc toutes nos revendications jusque-là n'auront plus de sens du tout. Il faut être logique quand on est dans un débat ou dans une position. Nous sommes restés fidèles à notre position. Nous sommes restés logiques envers nous-mêmes. Nous avons montré notre bonne foi, notre disponibilité à discuter, mais nous avons constaté qu'en face, on veut utiliser des manœuvres dilatoires pour nous avoir dans un piège. Donc on n'est pas tombé dans ça. Rassurez-vous, on n'a peur de rien du tout, mais on est juste dans une logique que les uns et les autres devraient pouvoir comprendre. Sur les implications, on va revenir tout à l'heure, mais Mercato Atita, il n'y a pas que l'USL, hein, il y a aussi le Parti communiste du Bénin qui a clairement, et avant même l'USL, fait savoir qu'il ne se conformerait pas à ce que demande le ministère de l'Intérieur. De votre point de vue, hein, de vous, votre position de juriste, ces partis font bien de prendre ces positions-là? Disons que, grosso modo, le juriste que je suis, lorsque je me
Je reviens à l'évolution de la crise depuis le mois de mars-avril 2019 à aujourd'hui. Je peux dire, sans me tromper, juridiquement, que la logique du droit voudrait, si ces parties-là sont toujours dans la logique du départ, à savoir que nous avons été exclus malicieusement des élections, à savoir que nous étions des partis vivants, constitués, juridiquement probants, et qu'on nous a quand même barré la voie des élections, à savoir qu'il ne peut pas avoir élection sans opposition, à savoir qu'après les élections, il ne peut pas avoir une Assemblée nationale sans opposition, à savoir qu'ils ont tout le temps clamé il faut la reprise des élections. Si je me tiens par rapport à tous ces facteurs du passé, le droit recommande qu'aucun d'eux ne puisse accepter de participer encore, de reprendre encore à nouveau un congrès constitutif. Reprenant un congrès constitutif, tout simplement, c'est dire que c'est maintenant qu'ils sont nés, c'est maintenant qu'ils deviennent un parti juridiquement reconnu, c'est maintenant qu'ils prennent vie juridique dans le droit béninois. C'est reconnaître qu'ils ont été, l'un et l'autre, ils ont été inexistants jusque-là. C'est reconnaître que c'est par abus qu'ils ont fait, tout le tapage qu'ils ont fait, c'est reconnaître qu'ils ont été tout simplement des fauteurs de troubles. Alors donc, juridiquement, le droit veut, lorsqu'ils se situent toujours dans la logique antérieure, de ne pas au moins, tout au moins, accéder à une de ces revendications-là, de ces exigences du ministère de l'Intérieur, à savoir reprendre un congrès constitutif, ce serait très grave en droit. Une erreur très grave et fatale. Maintenant, si c'est chacun de ces partis, parce que c'est ce que je retiens de commun à eux tous, si maintenant ils sont dans l'optique de renoncer à tout ça, de dire que nous ne voulons plus de la reprise des élections législatives, de dire qu'il peut y avoir l'Assemblée nationale, la 8e législature sans nous, alors là, ils sont libres d'aller participer à un congrès constitutif, c'est-à-dire renier le passé, leur passé juridique, et se faire un nouveau parti à partir de maintenant. Parce que la vie juridique ne comptera qu'à compter du jour où ils auraient fait le congrès constitutif. Mais là, attention, il faudrait qu'ils soient prêts également à assumer toute la responsabilité de tous les actes antérieurs qu'ils auraient posés dans le pays, les différents mots d'ordre qu'ils ont lancés à leurs militants et aux populations, les correspondances, les plaintes qu'ils ont adressées pêle-mêle au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, des ambassades, qu'ils soient également prêts à en assumer la responsabilité comme de simples fauteurs de troubles. C'est un aveu qui n'ont jamais existé et qu'ils ont agi volontairement pour troubler le gouvernement en place, le chef de l'État en fonction, troubler la communauté internationale et qu'ils en viennent eux-mêmes à reconnaître leurs fautes, puisque c'est maintenant qu'ils seraient nés. Voilà. Mais, Paul Kato Atita, existe-t-il, au vu du droit, existe-t-il une solution tout de même lorsqu'on sait que la phase transitoire est terminée depuis le 17 mars dernier? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces partis continuent à exister et tout en se conformant donc à cette même charte? Pour le juriste, c'est très simple. Il s'agira tout simplement pour le ministère de l'Intérieur de les rétablir dans leurs droits. Rétablir quelqu'un dans son droit, c'est-à-dire le replacer là où il devrait être et on ne l'a pas mis. C'est ça. S'ils sont rétablis dans leurs droits, leur existence juridique va prendre vie avant cette période dont vous parlez là, parce que on leur aura reconnu qu'ils avaient existé et que pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu retenir leur nom parmi les partis juridiquement reconnus. C'est cela, chez nous, rétablir quelqu'un dans ses droits, c'est-à-dire le remettre dans sa place qu'il aurait dû obtenir dans le passé. Mais là, on le rétablit dans ses droits avec toutes les conséquences de droit. Et la principale conséquence de droit ici, c'est-à-dire, c'est la reprise des élections. Parce qu'ils disent, s'ils doivent la reprise des élections législatives,
c'est qu'il faudrait qu'eux soient replacés dans leurs droits. Et s'ils sont replacés dans leurs droits, on ne verra pas, on ne comprendrait pas juridiquement pourquoi on ne reprendrait pas les élections. En termes clairs, le gouvernement évite de tomber dans ce piège de la reprise des élections en faisant l'option de leur rétablissement dans leurs droits et en les orientant vers un nouveau congrès constitutif. C'est à eux de choisir. Donc là, Abalo, n'est-ce pas là, en fait, tout l'enjeu du refus ou des impositions, n'est-ce pas, de ces différentes injonctions, n'est-ce pas là, l'enjeu tout simplement, la reprise ou non des élections législatives, l'acceptation des conséquences différentes donc à l'une ou l'autre des options. Nous avions toujours dit que notre objectif principal dans la lutte que nous menons, c'est la reprise des élections de façon à ce que toutes les formations politiques puissent participer à ces élections. Maître Paul Kato Atita a bien démontré l'importance de ce combat. Vous savez, depuis 2018, depuis notamment le 24 mars 2018, notre parti existait à travers son congrès et nous avons même obtenu un récépissé du ministère de l'Intérieur. Le récépissé est venu hors délai, c'est vrai, mais c'est le récépissé numéro 2018, numéro 259 MISP DC SGM DAIC SAAP du 19 novembre 2018. Donc à partir de là, notre parti politique existe bel et bien. Et puis ce récépissé tenait de l'ancienne charte. Oui, mais c'est le récépissé, ça veut dire que le parti existe de toutes les façons. Et la mise en conformité a été contestée par les partis de l'opposition, puisque c'est une pièce qui n'existait même pas dans la loi électorale, une pièce inventée de toutes pièces par la Cour constitutionnelle. On l'avait dénoncé. Alors, si cette pièce existait dans la loi, la Cour n'aurait pas eu besoin de revenir dans une décision pour exiger le certificat de mise en conformité comme une pièce permettant aux partis d'aller aux élections. Nous avions combattu cela à l'époque. Vous l'avez dénoncé, mais oui. vous avez accepté, vous y conformez. Oui, mais à la loi. Pas au certificat de conformité, à la loi par rapport, n'est-ce pas, justement, aux prévisions qui ont été faites dans cette loi. Mais dans cette loi, il n'y avait pas, comme je vous dis, le certificat de conformité. Et c'est parce que nous contestions ça que nous sommes allés même jusqu'à déposer nos dossiers au niveau de la Sénat et à même payer la caution pour les élections législatives. Donc nous étions dans notre logique. On n'a pas suivi la Cour. Aujourd'hui, puisqu'on a fait cette parodie d'élection, le certificat de conformité n'existe plus. Le ministère revient maintenant sur les récépissés des partis politiques. Et c'est là qu'on nous demande de repartir à un congrès. Et Maître Paul Kato Atita l'a démontré. Si nous repartons aujourd'hui à un congrès, ce serait encore une fois un déni total. Et lorsque vous vous retrouvez dans le cas de l'USL par exemple, mais tout le monde sait, c'est de notoriété publique, qu'aujourd'hui, le président d'honneur de notre parti n'a pas connu une condamnation définitive. Cette condamnation n'existe même pas à son casier judiciaire. La Cour africaine des droits de l'homme... d'une autre injonction. Oui, d'une autre injonction. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision, a obligé le Bénin à exécuter cette décision. Le Bénin ne l'a pas fait. Alors, si aujourd'hui, M. Ajavon arrive à avoir le statut d'exilé politique en France, c'est dire simplement que la France reconnaît qu'il y a eu parodie de procès, reconnaît que, eh bien, M. Ajavon n'a pas été traité comme cela se doit. Donc, tout ça, ça suffit pour dire que cette personnalité politique n'a pas reçu, n'est-ce pas, une situation qui l'oblige à ne pas être président d'honneur du parti. En plus, aucun texte aujourd'hui ne dit que quand on a maille à partir avec la justice et même sans condamnation, on ne peut pas être dans l'exécutif d'un parti politique. Donc quand le ministre le dit, c'est totalement illégal. Et donc nous ne pouvons pas accéder à pareille demande totalement illégale. Voilà les raisons qui nous fondent à ne pas accepter les injonctions du ministère de l'Intérieur. Mais nous restons fermes pour dire que notre combat, c'est restaurer l'état de droit et la démocratie, c'est reprendre les élections législatives de façon inclusive pour que toutes les options soient faites à l'Assemblée nationale, que tous les partis soient représentés et qu'on n'ait pas une assemblée monocolore à 83 députés pour le chef de l'État, lui seul. Voilà un peu le sens de notre combat. Maître Kato Atita va se prononcer tantôt sur cette injonction et du ministère de l'Intérieur et du chef de l'État de ne pas
voir, n'est-ce pas, figurer dans les bureaux de ces partis-là, les personnes qui ont maille à partie avec la justice. Voilà. Mais à votre lecture, cette lecture donc de la conséquence de l'une ou l'autre des options, refuser ou accepter les injonctions, n'est-ce pas vraiment coincé, n'est-ce pas inconciliable? On n'est pas bloqué là en droit? J'aurais souhaité, si vous le permettez, revenir peut-être en arrière sur le point que vous avez dit, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, l'injonction d'exclure des membres, je crois, ceux qui ont des... Oui, vous préférez y aller en même temps. Et disons que c'est des particularités que je constate au niveau des partis. Tout à l'heure, lorsque je suis intervenu, j'ai parlé du cas commun général. Mais il y a quand même de ces particularités-là pour chacun de ces partis d'opposition, et à savoir des personnes qui ont des difficultés avec la justice. C'est le cas au niveau de l'USL dont il parle. Et je vais vous dire que au niveau de l'USL, cela vise la personne du président Sébastien Adjavon. Le président d'honneur. Il n'a pas de doute dans l'esprit des Béninois par rapport à ça. Mais c'est demander aujourd'hui à l'USL ou demander à M. Adjavon de suivre cette demande du ministère de l'Intérieur, c'est lui demander de renier lui-même une décision de justice rendue en sa faveur. Encore une fois. Ah oui, c'est irrecevable. Ce n'est pas possible juridiquement. Demander à un plaideur qui a gagné un dossier, un jugement, un procès, et qui détient le titre qui fait objection à son adversaire d'exécuter. L'adversaire n'exécute pas, mais plutôt demande au plaideur qui est sorti victorieux du procès de renier à sa victoire judiciaire. C'est un cause nulle part au monde. C'est une négation inexplicable. Le droit à l'exécution d'une décision de justice est un droit fondamental. On ne va pas au procès non seulement pour gagner, mais on va au procès pour exécuter la décision après l'avoir gagnée. Cette demande n'a aucun sens juridique et contraire à toutes les normes juridiques de par le monde. Donc ce n'est pas possible quand M. Adjavon ou l'USL conteste ça. Juridiquement, ça, je ne vois pas le juriste qui viendra dire le contraire. Et cela vaut également pour les autres partis, FCBE par exemple? J'en viens toujours, je pense de l'USL. Parce que c'est la spécificité qu'on retrouve. Deuxième chose, quand je prends le cas de M. Adjavon Sébastien, la condamnation de la criette, pour résumer ça brièvement, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Nous avons à cela un autre principe de droit, intangible, le droit à la présomption d'innocence. Parce que lorsqu'il y a le pourvoi en cassation, la décision de condamnation est suspendue. La décision de condamnation au pénal est suspendue. Et pendant ce temps, l'intéressé continue de jouir du droit à la présomption d'innocence, qui est un droit humain fondamental qui figure dans notre Constitution, qui figure dans le Code de procédure pénale du Bénin, qui figure dans toutes les conventions internationales. Aucune convention n'a brimé ce droit-là. Autrement dit, pour le commun des mortels, l'individu est traité comme s'il n'avait rien fait. Il est toujours vierge. Et je ne vois pas comment le ministère de l'Intérieur peut alors demander à un homme juridiquement vierge de se reconnaître condamné et de se refuser à partir de ce moment-là à compétir parce qu'il serait condamné. C'est-à-dire, c'est une situation que juridiquement je ne conçois pas. Et je m'avais dit quelque chose. Et rapidement ça. Si nous nous situons toujours à l'intérieur du Bénin, dans cette logique-là de l'application de certains principes du droit de l'homme, nous ne pouvons que connaître des échecs devant les tribunaux internationaux. Les échecs que notre pays a connus en Espagne par rapport à l'affaire Komikunche, les échecs qu'on a connus à Arusha, etc., ne sont que la mauvaise application à l'intérieur de ces principes fondamentaux universellement reconnus et acceptés par tous et auxquels notre pays a adhéré. Il faut éviter ça à notre pays pour ne pas continuer de ternir son image. Maintenant, quand je reviens à d'autres partis pour ce que je sais, des FCBE, oui.
Vous avez Djenotin, par les exemple, Djenotin, Kobe Koutié, vous avez Yahi Boni, lui-même qui a aujourd'hui, qui n'est pas chaud. Au niveau de la FCBE, je vais serrer en deux cas. Pour ce que je sais, Djenotin n'est pas inculpé, Yahi Boni n'est pas encore inculpé, Djenotin n'est pas encore inculpé. Mais c'est encore des gens plus vierges. Jouissant toujours de la présomption d'innocence. Je ne vois pas en quoi et sur quel fondement juridique on peut dire de ne pas les associer à la gestion du parti. Ça manque, ça n'a aucun fondement juridique, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Nos textes ne l'autorisent pas. Les textes auxquels nous avons adhéré au plan international ne l'autorisent pas. C'est la négation du droit, tout simplement, cette demande-là. Je reviens au cas de Komi Koutié. A priori, pour ce que je sais de son dossier, je ne suis pas son avocat, mais est-ce que c'est dossier très loin, de loin, pour avoir comparu devant un juge d'instruction de cette manière-là, je suppose qu'il aurait été inculpé. Je suppose. Même s'il n'est pas gardé en détention. Et encore là, la simple inculpation ne le prive d'aucun droit électif. La simple occupation ne le prive d'aucune possibilité légale de participer à la vie et à l'animation de ce parti politique et d'assumer quelque fonction que ce soit. Ce n'est pas possible. C'est encore la négation du droit à la présomption d'innocence. Alors nous ne pouvons pas continuer comme ça et espérer gagner nos procès au plan international. Je vous pose une question que le chef de l'État a posée comme ça à ces acteurs de l'opposition et autres qui sont allés à sa rencontre lundi passé. Et si ces personnes, au finish, étaient condamnées alors qu'ils sont déjà dans une certaine fonction, et le chef de l'État par exemple? Je vous dis une chose. C'est cette manière d'interpréter le droit, d'anticiper sur le droit, qui fait penser que nous sommes toujours dans des querelles politiques, des procès politiques, et que l'on veut par le biais de la loi et de la justice exclure certaines personnes de la gestion des affaires publiques. On veut les exclure des élections. On veut les empêcher de compétir. Je dis ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Rien légalement, si nous voulons être légalistes à l'interne, légalistes à l'international, rien n'empêche ces gens-là de compétir, d'assumer quelque fonction que ce soit. C'est là la loi. Et si nous voulons, on ne peut pas être légaliste par sélection. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. Je suis là, je suis à l'aise dans ce que je dis. Je ne vois pas le juriste qui va me démontrer le contraire de ce que j'ai dit. Et je répète, si ça continue comme ça, l'État béninois ne peut que continuer à perdre tous ses procès. Je dis bien, tous ses procès à l'étranger, au plan du droit international. Parce que là, c'est des principes établis et connus. Pour ceux qui sont des praticiens de ça. Maintenant, à votre deuxième aspect de la question. Vous dites... si nous sommes dans un imbroglio, quelque chose comme ça, hein, si il a voie de sortie de cette crise légalement. Oui, mais justement, la première question, là, on est, comme on dirait, sur deux faces, pile ou face. L'opposition qui entend annuler cette 8e législature et le pouvoir qui ne l'entend pas de cette oreille et chacun fait son option selon les conséquences que cela devait impliquer. Est-ce que ça a de réponse en droit? Je vous ai dit, c'est une question de choix politique. Toutes les fois qu'on m'avait invité ici, j'ai dit, le chef de l'État, en ce qui concerne le page et tout ça, il n'a pas de problème. Il va gérer le page comme tous ses prédécesseurs. Il fera ce qu'il peut. Le programme d'action de gouvernement. Il fera ce qu'il peut. Il ne faut pas exiger de lui du miracle parce que notre pays n'a pas assez de ressources pour mener à bon terme un programme économique de développement. Il faut de l'argent, nous n'en avons pas. Nous vivons sur des pots, des impôts, des prêts, tout ça, etc. Il fera ce qu'il peut. Sur ça, il n'aura pas de problème. Il n'a pas à l'incriminer pour ça. Mais sur les réformes, j'ai dit, j'ai toujours dit, les réformes vont lui créer deux problèmes. Et sérieusement deux problèmes. Et je ne suis pas démenti à ce jour. Écoutez, le Bénin démocratique nouveau de 1990 est parti sur la base d'une conférence nationale qui a énuméré les critères, les paramètres, les paradigmes de cette démocratie-là. Et au centre de ça, il y a le consensus. Et la constitution du Bénin démocratique nouveau a été conçue sur cette base-là. Les institutions ont été conçues sur cette base-là. Lorsque vous vous engagez dans une certaine réforme
qui doivent aller en profondeur, perturber ces bases-là, sans vous référer à ces critères de départ, vous ne pouvez que avoir des problèmes. Si moi je parle dans cette, je ne suis pas politicien, je l'ai toujours dit, même ce matin en m'invitant ici, il m'a fait la remarque, non, je ne me parle pas ça. Si le chef de l'État tient à sortir de cette crise, si la classe politique de l'opposition tient à sortir de cette crise, ils sont tenus, n'ont pas d'autre choix que de faire retour au paradigme du départ, c'est-à-dire les fondements de la conférence nationale. Tant qu'ils ne vont pas retourner à ça, ils vont traîner cette crise-là jusqu'à quand? Je ne sais pas. Autrement dit, la réponse devait être politique de votre point de vue. Ah oui, il faut une décision politique, une décision hautement politique de la part de toute la classe politique, en n'oubliant pas le point de départ. Parce que c'est le point de départ qu'on est en train de modifier ou qu'on a modifié. La réforme du parti, du système partisan, n'est que la modification du point de départ, d'un élément du point de départ, et une modification substantielle de notre système politique. Je vous ai laissé assez de temps, peut-être à raison. Donc, à Balo, on en est là. Vous avez refusé de vous conformer à ces injonctions donc, du ministère de l'Intérieur. Sans doute, lundi, demain, vous allez faire connaître au ministère cette réponse. Peut-être vous ne ferez rien, votre silence suffirait. Mais alors, on s'en tiendra à quoi? Au vu du tableau, au vu de la situation, vous êtes en position de faiblesse, vous partez de l'opposition. Non, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Nous ne sommes pas en position de faiblesse, au contraire. Nous avons fait maintenant la preuve définitive que nous avons en face un pouvoir qui est de mauvaise foi. Nous avons fait la preuve désormais que nous ne sommes plus dans un état de droit, et ça c'est très clair, et qu'il va falloir maintenant s'asseoir pour décider de ce qu'il faut faire. Et décider de ce qu'il faut faire, c'est reprendre les élections. Pour nous, c'est fondamental. Vous savez, il y a le mérite qu'il y a d'avoir rencontré le chef de l'État la dernière fois, c'est d'avoir précisé exactement dans son esprit ce qu'il entend comme dialogue. Et cette rencontre a permis aux uns et aux autres de voir un peu quelle est la démarche du président de la République. D'abord, il ne veut dialoguer que des partis politiques officiels, qu'avec des partis politiques officiellement reconnus. Et donc nous, on nous met dans un couloir pour dire, bon, ils n'ont pas voulu. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'au départ, le président n'avait pas envie de discuter avec les partis de l'opposition. À l'inverse, on peut vous dire aujourd'hui que c'est vous qui refusez le dialogue à travers ce refus de se conformer. Mais si on refusait le dialogue, on ne serait pas allé voir le clergé. Si on refusait le dialogue, on ne serait même pas allé voir le président lui-même. Donc nous avons fait la preuve de notre bonne foi. C'est tout. Et nous avons compris finalement que c'est un spectacle, un théâtre qu'ils sont en train d'offrir. Vous pensez que si le président voulait faire le dialogue avec des personnalités comme le président Soglo, par exemple, ou d'autres personnalités politiques, le chef de l'État n'allait pas exiger de parler qu'avec des partis politiques. Alors que vous savez très bien que à un moment de notre histoire politique, des partis politiques ont été vitriolés et ont même disparu de l'arène politique. Mais ce n'est pas ce type de dialogue que nous demandons au président de la République. Le président dit qu'il ne veut pas parler avec la société civile. Il ne reconnaît même pas la société civile. À la limite, le président a rejeté la médiation du clergé. Il a dit quand? Mais à la rencontre, puisqu'il dit qu'il ne veut discuter qu'avec les partis politiques. Vous faites une insinuation. Oui, mais ça c'est très clair, ça coule de source. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas les autres acteurs de la société. Or, le dialogue d'aujourd'hui... Il s'agit plutôt d'un dialogue politique. Non, pas du tout, mais le clergé s'est donné comme responsabilité, n'est-ce pas, de faire un dialogue. Le chef de l'État a rencontré le clergé, il s'est déplacé lui-même pour aller vers le clergé. Mais alors que cette démarche est en cours, le président dit clairement qu'il ne veut discuter qu'avec les partis politiques. Est-ce qu'à la rencontre avec lui lundi dernier, vous avez su sa position par rapport à cette initiative du clergé catholique? Oui, mais quand il dit qu'il ne veut parler qu'avec les partis politiques, vous tirez vous-même la conclusion qu'il ne reconnaît pas la médiation du clergé. En fait, il n'en a pas parlé. Oui, bien sûr, il ne reconnaît pas. Ça, c'est très clair pour nous. Mais ensuite, ce qui est même plus grave, c'est quoi? C'est que le président va jusqu'à délimiter le champ du dialogue. Pour lui, le dialogue ne peut se limiter qu'à la relecture de la charte des partis politiques, qu'à la relecture du code électoral, mais ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons d'abord que, s'il doit avoir dialogue, que le président de la République ne soit pas celui qui conduit le dialogue. Parce qu'à chaque fois qu'on a discuté avec le président, nous avons vu comment ça s'est déroulé. Donc, lorsque le président qui est lui-même parti à cette crise décide de rencontrer les gens pour parler de la relecture des textes de la charte des partis politiques et du code électoral, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même perception des choses. Il ne peut pas être
le médiateur, première chose. Deuxième chose, nous pensons que s'il doit y avoir dialogue, les parties au dialogue doivent prendre l'engagement de respecter toutes les décisions issues de ce dialogue. Ça veut dire que lorsqu'on va s'asseoir et qu'on va prendre des décisions, le président doit prendre l'engagement de les respecter, les partis politiques de l'opposition doivent prendre l'engagement de respecter les décisions. En tout cas, tous ceux qui doivent être autour du dialogue prennent l'engagement de respecter, n'est-ce pas, les différentes décisions. Mais dans ces décisions, une fois au dialogue, nous devons tirer la conclusion que le vrai problème que nous avons, c'est le passage en force par rapport aux élections législatives et que la première conséquence du dialogue devrait être l'annulation des élections législatives pour organiser maintenant des élections plus larges, des élections inclusives. C'est à ce prix qu'on peut avoir la paix, la sérénité, la stabilité dans le pays. Et Maître fait bien de dire qu'il s'agit de trouver des solutions politiques à la situation actuelle. Les solutions ne sont pas dans le droit, ce n'est pas dans la manipulation des textes, mais c'est dans la sincérité, c'est dans le dialogue sincère, inclusif, ouvert, comme lui-même il l'a dit. Donc le président de la République n'est pas prêt pour le dialogue, nous tirons cette conclusion. Et quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, il a fait l'option lui-même, n'est-ce pas, de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter le droit. Il a fait l'option, n'est-ce pas, d'être combattu par l'ensemble des classes politiques. Oui, mais quelle force avez-vous, vous, parti de l'opposition aujourd'hui, de contraindre le chef de l'État à la bonne forme de dialogue, comme vous le dites? Il y a plusieurs possibilités pour les partis politiques de l'opposition. Et au fil du temps, vous verrez exactement ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est que nous n'avons plus à faire la preuve maintenant de la mauvaise foi du pouvoir. Nous avons tout expérimenté avec ce pouvoir. Nous lui avons donné la chance de se rattraper en allant même rencontrer le président et en allant rencontrer le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, la preuve est faite. C'est terminé. Donc, on ne peut plus rien attendre du pouvoir. Et à partir de cet instant, avec les autres forces politiques de l'opposition, il y aura forcément des actions qui vont être menées, puisque en face, on a fait l'option de ne pas être tranquille. Et c'est tout. Ça, c'est important de le dire. Nous n'avons plus rien à prouver. Nous avons maintenant à continuer la lutte contre un dictateur. Avec un dictateur, qu'est-ce qu'on fait? On discute de la possibilité pour lui de laisser les choses. Je sais que Maître Paul Kato Atita, comme vous l'aviez dit tantôt, vous avez un peu de difficulté à parler des sujets politiques, mais parler du dialogue, ce n'est pas politique. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas du moins de jury sans paix, sans un pays stable. Pour vous, est-ce que de la rencontre du chef de l'État, vous avez vu ces limites, ces problèmes que relèvent donc les acteurs de l'opposition à sa forme de dialogue, au dialogue auquel il appelle lui? Je vais peut-être être un peu long pour vous donner des réponses à votre question. La première des choses, c'est que ce serait une erreur de penser que les acteurs de cette crise sont uniquement les partis politiques de l'opposition. C'est une erreur. Je crois que le véritable acteur de cette crise, c'est le peuple lui-même. C'est-à-dire comment? Dans sa majorité de près de 80-90%. Je vais vous l'expliquer. Lorsque le chef de l'État a convoqué les partis de l'opposition pour partir, si vous faites attention aux réseaux sociaux et à l'opinion dans les rues, partout, dans nos campagnes, dans nos villes, vous constaterez que la grande partie, c'est de dire, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Vous constaterez que lorsqu'ils sont partis et qu'on leur a dit d'aller au ministère de l'Intérieur, la réaction dans l'opinion a été toujours la même. Il ne faut pas y aller, qu'est-ce que vous voulez aller chercher là? Et vous constaterez toujours à travers les réseaux sociaux et dans les rues, partout pêle-mêle, pour ceux qui sont attentifs, que lorsqu'ils sont allés au ministère de l'Intérieur et qu'on a cité les conditions à remplir, en réalité, c'est cela. Certains partis de l'opposition sont devenus hésitants à aller au Congrès, ne pas aller au Congrès, que faire, etc. Et vous avez vu réellement la réaction qui commence à se mettre au niveau de la base, de l'opinion, pour les désapprouver, pour dire, ah non, qu'est-ce que ça veut dire que c'est ça, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les vrais acteurs de la crise ne sont pas les partis politiques eux-mêmes. Les partis politiques profitent tout simplement d'une situation au sein du peuple pour se faire porte-parole
de ce peuple. L'acteur de la crise, c'est le peuple. C'est le peuple qui n'a pas aimé quelque chose dans sa majorité et qui le revendique, mais n'a d'interlocuteur pour l'aider à la revendication que les responsables des partis politiques. Cela est très important à noter. Mais le peuple que vous fixez comme ça, ce n'est pas non plus exhaustif, on ne peut pas le voir. Cela est très important à noter. Si on ne tient pas compte de l'opinion publique dans cette affaire-là, nous risquons d'avoir des solutions un peu biaisées. Je vais dire quoi? Pour revenir à votre question. Je voudrais que lorsque le chef de l'État invite les partis politiques, ou lorsque le ministre de l'Intérieur invite les partis politiques, qu'ils aient en esprit ce que pense cette opinion publique de la question. Et qu'ils se disent, mais si nous nous en tenons uniquement aux partis politiques, nous risquons de ne pas sortir de cette crise. Cette crise a un tuteur, cette crise a un père, et ce père-là, c'est le peuple en grande partie. Oui, mais il faut faire en sorte que le peuple se retrouve. Comme je vous le disais, ça ne se saisit pas non plus comme ça. Vous voulez que ça soit élargi, ce dialogue soit élargi, par exemple, aux organisations de la société civile. Non, ce n'est pas ça. Eux-mêmes ne sont pas choses. J'ai dit tout à l'heure que les partis politiques ne sont que les porte-parole. Oui, mais le peuple dont vous parlez, on va le retrouver où? Le peuple, c'est tous ceux que nous voyons dans le Bénin. On ne va pas les amener au palais. Et qui ont des opinions. Alors là, si les autorités ne s'attaquent uniquement qu'aux partis politiques, ils vont trouver une mauvaise solution. Vous dire quoi? Oui. Même si on amenait l'USL, FCBE, le Parti communiste, à aller faire de congrès, à aller faire ci, faire ça, pour devenir un nouveau parti, ce n'est pas sûr que cette solution est l'adhésion populaire. C'est ce que je voudrais vous dire. Le peuple veut ces élections. Le peuple, pendant 30 ans, je crois, 30 ans de démocratie, est habitué chaque 4 ans à aller élire ses députés. Le peuple fête les élections législatives comme une fête de localité, de proximité. Et il s'en est trouvé quelque peu privé. Il le revendique, mais puisqu'il ne peut pas, il n'a pas la voix. On ne peut pas reprendre les élections aujourd'hui sans passer par un diagnostic. Enfin, on peut l'appeler dialogue, on peut l'appeler comme... C'est là où je vais en venir. Mais quelle forme ça devait prendre? Vous ne me saisissez pas profondément. C'est pour dire que la solution qu'il faut, c'est la solution pour satisfaire le peuple et non forcément les hommes politiques dont un est en face de moi. Ça, c'est le but. Mais la forme, ça passe par quelle forme? Alors, aujourd'hui, juridiquement, nos tests n'ont pas prévu ce cas de figure. Mais je pense à mon humble envie, d'analyse juridique, combinant l'aspect politique à l'aspect juridique, que ce n'est pas impossible de faire partie de cette Assemblée nationale. Vous pensez? Ah oui, ce n'est pas impossible. Et de quelle façon alors? Je pense à 2 solutions possibles. Lesquelles? Je commencerai par la solution que j'estime être la moins risquée pour le gouvernement actuel. La moins risquée. L'autodissolution de l'Assemblée elle-même. C'est-à-dire que les députés démissionnent? Une démission collective de députés qui sont là avec leurs suppléants. Et qui oblige la Cour constitutionnelle à ordonner la reprise des élections et amène le gouvernement à autoriser tous les partis politiques à prendre part aux élections. Et qui simplifie le débat et qui simplifie des risques majeurs d'un dialogue ou d'une assise nationale qui pourrait se faufiler, se transformer en une assise souveraine. La probabilité... Attendez, qui pourrait se faufiler en une assise souveraine en prenant des décisions souveraines qui pourraient être hautement préjudiciables au régime en place, comme ça a été le cas en 1990. Alors, soit une auto-dissolution par une démission collective de ceux qui sont là, avec leurs suppléants, imposant un vide et amenant la Cour constitutionnelle à ordonner la reprise. Ils vont rester là peut-être 45 jours, 60 jours à gérer les affaires courantes, le temps que de nouvelles élections soient organisées de la manière la plus complète. Tout le monde. Et clôturer ainsi la crise. Ou une assise, ou un dialogue. Mais quand vous suivez les politiciens, le dialogue ou les assises dont parlent les politiciens
a des objectifs plus profonds. Et je crains que ce ne soit là également ce qui perturbe un peu les gouvernants d'aujourd'hui. Aller eux-mêmes réunir des gens qui vont s'asseoir et qui vont se transformer en une assemblée constituante, souveraine, pour indirectement demander le départ du régime. Comme ça a été le cas en 1990, je crois, à la conférence nationale. Voilà les deux solutions, mais je pense que la solution la plus favorable, qui est équilibrée, c'est une autodissolution de l'Assemblée par une démission collective de part et d'autre. Oui, mais est-ce que c'est probable cette solution? C'est une décision politique, si l'on veut. Alors, si on ne arrive pas à cette solution politique, à quoi nous allons assister? Est-ce qu'une définition collective, comme vous dites, je ne sais pas si c'est le président de l'Assemblée qui... Mais ils sont tous des mêmes bords politiques, ils vont s'entendre et trouver la formule. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Attendez, qu'est-ce qui va arriver? Et je l'ai toujours dit, c'est comme ça a commencé dans d'autres pays, etc. Et pour ceux qui ont l'avantage d'avoir vécu cette expérience ailleurs, ils savent. La crise post-électorale de législative n'est pas réglée, ça continue. La législative, vous faites quoi? Les prochaines présidentielles, vous faites quoi? Vous êtes sûr de traverser tout ça jusqu'à la fin sans que la crise ne prenne d'autres connotations? Alors, ce n'est pas évident. Alors, mieux vaudrait anticiper sur ce qui peut être plus grave et trouver une solution politique actuelle qui permet de stabiliser le pays et de permettre au chef de l'État de continuer à gérer, à diriger et à finir son mandat et pourquoi pas être encore candidat dans 2 ans. Oui, mais si le peuple le fait à la date d'aujourd'hui, les partis de l'opposition notamment ne sont pas encore officiellement constitués. En tout cas, ce n'est pas encore réglé ça. Donc, même s'il avait cette dissolution, comme vous dites, l'état actuel des choses ferait qu'on va presque assister à la même chose. Ah non, c'est quoi je parle de les autoriser tous à prendre part aux élections législatives. Tant qu'ils ne sont pas autorisés, n'oubliez pas que je vous ai dit tout à l'heure qu'il a un troisième acteur, le vrai acteur, c'est le peuple, l'opinion publique là. Mais si les gens ne sont pas allés aux élections le 28 avril, ce n'est pas parce que les partis politiques de l'opposition sont passés de maison en maison et forcé les gens, non. Si la population n'adhérait pas à ce refus, elle irait aux élections. Ça veut dire que le vrai même, l'acteur principal se trouve dans le peuple qui n'est pas content de ce que le régime a fait. C'est cela. Vous prenez les événements de 1er mai, 2 mai, à Kadiaon, vous prenez à Kilibo et autres. Les populations qui sont sorties, mais qui quand même, qui est fou pour sortir, aller offrir sa vie à la mort. Ils sont sortis parce qu'ils ont une conviction. Et cette conviction, c'est dans le peuple. Ce n'est pas dans le parti, c'est dans le peuple. Toujours pour la recherche de solutions de sortie, avis juridique, certains disent qu'il faut par exemple organiser un référendum pour demander aux Béninois s'ils veulent ou non de cette Assemblée nationale-là. Comment s'en sortir? La réponse est connue dans l'opinion, c'est non. Non, mais ça c'est vous. Ils peuvent le faire. Vous n'êtes pas le ils peuvent le faire. Est-ce que juridiquement ça tient, c'est possible? Je ne vois pas. Oui, il faut trouver des solutions qu'il faut pour régler ce problème. Il faut cesser de tirer sur la ficelle. Une ficelle qui va, au jour de devenir comme le tonnerre qui gronde et qui fait des étincelles qui va éblouir tout le monde. Je dis, il faut arrêter rapidement ce que nous traînons là depuis quelques mois comme crise électorale. Il faut arrêter ça. Il faut apaiser le pays et créer un climat qui permette au chef de l'État actuellement en fonction d'aller jusqu'au bout, dans le calme, et de gérer le pays comme ses prédécesseurs l'ont géré, en faisant aboutir son programme, et pourquoi pas de reconquérir peut-être au bout de 2 ans encore la confiance de ses concitoyens, de se faire candidat comme les autres, et pourquoi pas de se faire réélire. Donc, parce que en 1 an, en 2 ans, en 8 mois, il peut poser des actes louables qui vont amener ses compatriotes à dire, mais écoute, c'est un bon type, nous ne le savions pas, nous nous trompions, et là, nous sommes prêts encore à lui renouveler notre confiance. Mais la mise en œuvre d'une décision de sortie de crise, c'est encore une fois le chef de l'État. Ah oui, mais je pense qu'il faut une solution politique qui concilie le droit à la politique, mais une solution vraiment politique et mettre fin à cette crise. Donc là, Mabalo, comment sortir de là? Oui, mais vous savez, Maître Kato Atita, le président de la République, lui-même avait dit qu'il faisait d'un impératif moral son mandat unique. Donc ne lui ouvrez pas la brèche d'un mandat possible encore. Il faut que nos acteurs politiques apprennent à respecter leurs engagements. Première chose. Deuxième chose,
c'est vrai, nous reconnaissons la partition du peuple béninois, mais ne refusez pas non plus le rôle joué par les partis politiques dans ce que nous constatons aujourd'hui. Vous savez que les partis politiques de l'opposition ont également des bases, et ces partis ont dû parler aussi à leur base. Donc aujourd'hui, oui, c'est la victoire du peuple, mais c'est aussi la victoire des partis politiques de l'opposition, et je crois que c'est un rôle important qu'il faut relever ici. Alors, ce qui est également important, si vous le permettez, c'est qu'il faut lire un peu le profil psychologique du président de la République. Le président de la République a dit clairement qu'il n'entendait pas convoquer des assises nationales. Pour lui, c'est très clair. Il a dit à la rencontre de lundi dernier. Clairement qu'il n'entendait pas convoquer des assises nationales. Le président de la République ne reconnaît même pas que nous sommes dans une crise. Pour lui, tout se limite à la relecture de la charte des partis politiques, à la relecture du code électoral. Le président ne parle même pas des morts qu'on a connus les 1er, 2 mai et d'autres jours ailleurs. Il ne parle que des dégâts matériels. Vous voyez un peu le profil psychologique de l'homme. Donc quand on a un acteur comme ça en face, on a un dictateur qui est en train, n'est-ce pas, de persévérer dans la dictature. Donc à partir de ce moment, comme vous le dites, la solution pourrait venir de lui et de lui seul. C'est pour ça que nous pensons que tant qu'on ne va pas faire le diagnostic, reconnaître que ça ne va pas, on ne peut pas trouver les solutions, on ne peut pas trouver les bons médicaments. Oui, mais donc, comment amener le chef de l'État à reconnaître qu'il y a crise, effectivement? Mais il doit accepter le dialogue tel que voulu par les différents acteurs. La crise n'est pas que politique. Il y a une crise morale, il y a une crise sociale, il y a une crise d'identité. Donc, limiter la crise exclusivement et ça passe à une crise politique. Quoi? À ce jour, vous n'avez pas encore proposé un médiateur, par exemple? Mais on s'entend tous sur un médiateur. Le médiateur doit être accepté par tous ceux qui vont au dialogue. Le clergé a entamé une médiation. Mais j'ai vu que des partis politiques, même proches du pouvoir, sont allés rencontrer le clergé. Et nous sommes surpris aujourd'hui de remarquer que le chef de l'État, apparemment, non même pas apparemment, certainement, ne veut pas tenir compte, justement, de cette médiation initiée par le clergé. Pour vous, c'est l'expression de sa rencontre de lundi dernier. Mais oui, c'est très clair pour nous, puisque on a vu exactement quelle était sa logique. Et ça, c'est pas normal du tout. Figurez-vous que le juge d'instruction qui a été nommé par le procureur pour connaître des affaires du 1er et du 2 mai, en faisant son instruction, vient de convoquer pour demain, je crois, une personne de la famille de la dame décédée à Kadiaoum. Donc, malgré tout, les gens persistent, n'est-ce pas, à convoquer maintenant des représentants d'une famille meurtrie, persécutée par le décès d'une dame, dans les conditions que nous avons vues. Oui, mais on n'a pas le sentiment de la justice n'est pas oui, mais où sont les corps? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous savez que la plupart des familles ne sont pas rentrées en possession des corps des victimes? Mais c'est déjà un choc psychologique. Et lorsqu'on est dans une situation pareille, on continue de convoquer les membres de ces familles-là. Mais écoutez, on tire simplement la conclusion qu'on n'a pas envie de régler la crise. Si on a envie de régler la crise, est-ce qu'on va continuer à arrêter des jeunes? Aujourd'hui, on arrête des gens qui se regroupent même à 3, sous prétexte que c'est un regroupement non autorisé. Un attroupement non autorisé. On convoque des gens pour complicité d'attroupement non autorisé. Et en même temps, on veut la paix? Ça n'est pas possible. Il y a en prison récemment près de 83 détenus qui ont écrit aux partis politiques et à des personnalités politiques pour dénoncer leurs conditions de détention. Ça veut dire qu'il y a plein de jeunes, des centaines de jeunes en prison. Pourquoi? Pour avoir parlé, pour s'être regroupés quelque part, pour avoir dit non, on arrête les gens. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Tout cela nous amène à penser et à conclure que le président de la République n'est pas disposé au dégel de la situation. Il fait bonne figure, il veut montrer à l'international qu'il discute avec les uns et les autres, il convoque les syndicats et tout le reste, mais nous voulons qu'il aille au-delà de ça. Et je crois que sa volonté politique... Est-ce que tout cela que vous venez de citer, ces jeunes qu'on met en prison, est-ce que ça ne vous enlève pas les moyens, n'est-ce pas, d'agir? Au contraire, ça nous oblige à l'action. Parce que se taire devant pareille situation serait livrer ces jeunes parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qui leur est reproché. Pour certains, il n'y a même pas de procès.
Il y en a qui sont là, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Et ils participent à la lutte. Donc ce genre de situation nous amène à nous mobiliser davantage. Vous pensez que les Béninois vont sortir alors qu'ils savent que certains ont été avant eux abattus? Le moment venu, on ne donnera pas de consigne avant que les Béninois ne sortent. Vous savez, depuis 30 ans, le peuple béninois n'a pas été habitué à des luttes violentes. Depuis 30 ans, comme Maître l'a dit, tous les 4 ans, les gens vont voter normalement et ont le droit de choisir leurs représentants. Donc, il y a une culture de la lutte que le peuple béninois a perdue. Et ça, c'est progressivement que le peuple va le retrouver. 30 ans après, nous retombons dans des situations pires que celles connues sous la Révolution. Et vous verrez que les réactions vont être instantanées. Nous n'allons pas, nous autres ici, susciter publiquement des réactions pour qu'on nous foute en tôle également, sous prétexte qu'on a pris des initiatives contre les dispositions légales. Justement, tout est méthodique. De cela, ça fait partie également de l'état psychologique des uns des autres, des acteurs. Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous avez peur, vous êtes porte-parole de l'USL tout de même? Ben, si je n'ai pas envie de parler de moi personnellement, mais vous savez tout ce qui s'est passé. Vous savez très bien que au niveau de l'USL, aujourd'hui, beaucoup de responsables sont au-delà du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes obligés, nous, de ne même plus décrocher des coups de fil inconnus, parce que tous les jours que Dieu fait, on vous appelle pour vous menacer. On vous appelle pour vous dire, quittez le pays maintenant, quittez le pays dans 72 heures. Moi, j'ai même connu une convocation virtuelle sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, des menaces psychologiques. Mais nous sommes toujours là et nous continuons le combat. Donc, lorsque vous rentrez en politique, j'ai l'habitude de le dire, vous devez être préparé à des armes conventionnelles et non conventionnelles. Donc, l'état d'esprit de la troupe est au top. Nous allons continuer le combat jusqu'à avoir raison, jusqu'à délivrer le peuple. Nous voulons la restauration des acquis démocratiques. Nous voulons la restauration de l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et donc, c'est très clair pour nous. Nous connaissons la contradiction principale. Aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que nous voulons. Nous avons maintenant toutes les informations sur le profil psychologique de qui nous avons en face. Nous connaissons nous-mêmes. Les 3 raisons sont réunies maintenant pour faire un combat efficient. Et je crois que le peuple béninois doit avoir espoir. Cette situation va être réglée. Mais faut-il vous suivre? On sait que vous avez appelé à la résistance, vous avez appelé à telle action, à l'activation de l'article 66 et rien. Mais il faut nous suivre. Pourquoi vous êtes pressé? Quand vous dites rien, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on mette les populations dans les rues et qu'on les abatte? Que mettez-vous dans la résistance? Mais la résistance, c'est la résistance. Et la résistance, n'est-ce pas, c'est tout un parcours. La résistance, ce n'est pas une action spontanée, une action automatique, une action qui a des résultats là. C'est tout un processus. Donc moi, je vais vous appeler juste à la patience, mon cher ami. Il y a des actes qui se posent, il y a des stratégies qui sont montées, il y a des actions qui vont se faire, et au bout du rouleau, nous allons tirer les conclusions. Donc, nous résistons. Paul Katouatita, réaction. Et je dis que, parlant de la crise, ça a retenu mon attention, parce que dit que le chef de l'État ne reconnaît même pas qu'il y a crise. C'est vrai, il ne peut pas reconnaître qu'il y a crise. Je vais vous dire pourquoi. Le chef de l'État se met sous la tutelle de la loi. Il estime qu'il a appliqué la loi, que ses services ont appliqué la loi. Il se met également sous la tutelle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé cette loi et a validé tous les actes qu'il a posés. À partir de ce moment-là, il se retrouve dans la légalité. Et se trouvant dans la légalité, il ne peut pas reconnaître qu'il a crise. C'est tout à fait logique. Alors, la crise, c'est le phénomène, c'est ce qui est contraire au niveau des partis politiques de l'opposition, qui, dans leur position, eux, considèrent qu'ils ont été brimés dans l'application de la loi, brimés à travers les décisions de la Cour constitutionnelle, et ils ont été exclus malicieusement des élections législatives. Mais on ne démarre pas si le chef de l'État ne reconnaît pas qu'il a crise. Je viens, c'est normal qu'eux autres parlent de crise. Mais je ne pense pas que pour autant le chef de l'État ne reconnaît pas qu'il y a crise. Comme je l'ai dit tout à l'heure ici, s'agissant du président Sébastien Diavon, à qui on ne peut pas demander de renier les décisions de justice rendues en sa faveur à Arusha,
C'est de la même manière qu'on ne peut demander, on ne peut pas demander au chef de l'État de renier les lois que ces services ont appliquées et ont appliquées dans la logique de la légalité. Les décisions de la Cour constitutionnelle qu'ils ont appliquées dans la logique de la légalité. Alors, vous allez me demander comment les deux blocs, les deux partis peuvent s'en sortir dans ce conflit. Ce n'est que des rapports de force et vous en êtes arrivé là pour dire, vous avez parlé de résistance, vous avez parlé de ci ou de ça. C'est dans les rapports de force, certainement, que les partis politiques, en portant haut leur action, pourront amener le chef de l'État à se rendre compte, effectivement, que je ne peux plus continuer à me prévaloir de la légalité. Au-delà de la légalité, il y a quelque chose qui ne va pas et on est en train de me le démontrer. Mais je suis convaincu que dans son fort intérieur, il est convaincu qu'il a crise. Puisque ses pairs lui en parlent. Au niveau de la CEDEAO, les communiqués, même si ces communiqués ne sont pas satisfaisants pour plusieurs de nos compatriotes, le problème des élections au Bénin est toujours posé. Est posé pêle-mêle à travers le monde. Posé à travers la presse internationale. Donc il est conscient qu'il a un problème. Mais de sa posture, il ne peut pas avouer qu'il a crise. C'est s'affaiblir. C'est sur ce point-là, il faudrait donc faire les choses. Alors, comment vous allez finalement sortir de cette situation-là? Je continue de penser que c'est uniquement pas une solution politique. Et cette solution politique, je l'ai dit plusieurs fois, moi j'implore le chef de l'État de laisser d'ouverture à cette solution politique. Je l'implore sérieusement. Et je pense qu'il va s'en sortir grandi. Est-ce que ça passe par une médiation? Est-ce que ça passe par un dialogue? J'ai dit tout à l'heure que il faut rechercher la formule qui puisse faire rétablir ces partis politiques de l'opposition dans le circuit électoral. Je dis rétablir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense sincèrement que la reprise des élections me paraît incontournable si tant on veut mettre une fin à cette situation politique dans le pays. Me paraît incontournable parce que, pourquoi? Ce n'est pas de voir les partis de l'opposition, mais je dis le troisième acteur, l'acteur fondamental qui est le peuple. Si le peuple était majoritairement du côté du pouvoir, on peut se passer d'une reprise des élections. On peut se passer d'une annulation des élections. Mais l'acteur principal qu'est le peuple, sur cette question de législatif, n'a pas la même lecture que le pouvoir. Vous tablez sur les résultats de ce scrutin. 28%. Le taux de participation. Ah oui, et qui n'a pas varié totalement dans l'opinion. Hein. Non, parce que 28%, vous êtes trop gentil en le disant. Beaucoup moins que 28%. Voilà. Et qui n'a pas varié dans l'opinion. De sorte que quand vous passez même devant l'Assemblée nationale à Porto-Novo, ma ville natale, la capitale du Salah, partout, les populations, il ne faut pas leur parler de l'Assemblée qui est là. Dans leur subconscient, il n'y a pas une Assemblée. Mais ce n'est pas normal que dans un pays, que ce qui constitue le socle de la démocratie, les populations ne le perçoivent pas comme existant. Considèrent ça comme quelque chose d'imaginaire qui est là. Donc il faudrait rétablir l'institution dans ses prérogatives et la faire incorporer dans la conscience des Béninois qu'ils la considèrent comme ils l'ont considérée depuis pendant 30 ans. Au lieu de dire, ils sont là, ils n'ont qu'à faire leur affaire, nous nous affoutons, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas bon. Moi je pense qu'il faut rechercher, que les politiciens recherchent une solution pour mettre fin à cette crise-là. Et je pense que ça passe par la reprise de ces élections-là. Le chef de l'État, il n'a rien à craindre. Nous sommes dans un régime présidentiel. Il n'a pas besoin d'une Assemblée nationale pour gouverner. Il n'a pas besoin de ça pour gouverner. Il n'a pas besoin de ça pour faire passer sa politique gouvernementale. Comment il passe par des ordonnances, vous lui recommandez? La Constitution lui donne ce pouvoir. S'il a trop de blocages sur son chemin, il peut passer par des ordonnances. Il ne sera pas le premier à le faire. Ses prédécesseurs l'ont fait. Encore que, il lui reste 2 ans environ. En 6 mois, 8 mois, il peut reconquérir la sympathie de la majeure partie de ses compatriotes. Si sa politique de gouvernance, sa politique envers son peuple essaie d'être améliorée d'une certaine manière,
Parce que veut le peuple? Le peuple veut le chef qui tient compte de ses problèmes, de ses besoins. Le peuple veut un chef dont la gouvernance lui donne quelque peu satisfaction. Et si le peuple commence par trouver satisfaction dans sa gouvernance, ne soyez pas surpris que le peuple bascule de là où il est aujourd'hui en tant que support des partis d'opposition et devenir le support des partis de la mouvance. Et il en sortirait grandi. Et cela éviterait à notre pays des problèmes majeurs. Parce que je ne vois pas comment il peut traverser les élections communales à venir dans ce climat-là et aller aux prochaines élections présidentielles dans 18 mois ou dans 20 mois. Ça me paraît vraiment problématique. Donc, Laurent Balo, je vous vois prendre des notes. Oui, non, moi je voulais pas donner des idées au pouvoir. Ça, c'est très clair. Nous, notre rôle, n'est-ce pas, c'est de combattre. C'est un plaidoyer, il fait. Oui, d'accord, mais il donne des idées au pouvoir. Et donc, moi, je ne peux pas me retrouver dans ce rôle. C'est important. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un intellectuel. Oui, j'analyse le pour et le contre. Oui, vous le rappelez, mais souvent vous glissez un peu. Oui, je le rappelle, le pour et le contre. Aussi, c'est tout à fait normal. En fait, le pour et le contre. Pour vous dire que nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à penser que notre pays a une assemblée. Monsieur Aroncer, vous avez été ou vous êtes toujours journaliste parlementaire. Vous voyez que les députés ne communiquent pas suffisamment sur les lois qu'ils votent actuellement à l'Assemblée. Et Dieu sait qu'ils en votent là actuellement. Et ils continuent d'engager notre pays dans des décisions sans communiquer autour pour qu'on sache réellement ce qu'ils font. C'est un problème. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas droits dans leurs bottes. L'autre chose, c'est que lundi, nous allons installer une nouvelle mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Une conséquence de cette élection, de cette 8e Vous avez vu, ils ont désigné les membres, mais qui sont-ils? Le gouvernement en a désigné. L'Assemblée en a désigné. L'Assemblée a 83 députés pour le chef de l'État. Donc, la conséquence directe, c'est que cette HAC qui va s'installer, on ne peut pas compter sur elle. Il y a d'autres institutions qui vont être installées. La Sénat va être renouvelée, par exemple. Et vous savez très bien que pour le renouvellement de la Sénat, l'Assemblée joue un rôle important, le gouvernement également, et l'opposition ne se retrouve pas à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est l'institution qui régule vraiment la vie des autres institutions, et donc qui assure le maintien de la démocratie. Vous voulez qu'on accepte d'avoir une assemblée qui va désigner les représentants des prochaines institutions et continuer de dire que nous sommes dans un état de droit, que nous sommes en démocratie? C'est faux. Donc, cette assemblée ne peut pas être là pour que nous puissions avancer. Il suffit simplement de tirer les conclusions, d'avoir la volonté politique de régler les problèmes que nous avons. Et cette volonté, encore une fois, c'est d'abord le président de la République. Donc, Laurent Balo, que faites-vous des communales à venir? Mais pourquoi vous voulez que nous parlions des communales? On n'a pas réglé la question des législatives, vous voulez qu'on parle des communales? Pour nous, ce n'est pas ça le plus important, c'est de régler d'abord ce qui est là. Parce que si nous allons au communal, c'est une reconnaissance tacite de ce qui a été fait, c'est une acceptation de l'Assemblée qui est présente. Donc, nous pensons que le chef de l'État doit initier le dialogue, ne pas être le médiateur, et au cours du dialogue, on parlera des élections municipales à venir. Vous commencez à donner des idées cette fois? Non, ce n'est pas des idées, mais c'est des préalables. Au cours de ce dialogue, on pourra parler des municipales, des communales à venir. Parce que le pouvoir également veut nommer les 77 maires. Regardez un peu ce qui se passe. Depuis Cotonou, on n'a pas de maire. Et récemment, les maires qui ont été élus, députés qui ont siégé, on a même déjà repris des élections pour avoir de nouveaux maires et on les a installés. Mais Cotonou est resté comme ça jusqu'à présent. Ça veut dire que le pouvoir veut continuer, n'est-ce pas, à s'imposer dans les mairies et donc tout contrôler. Ce n'est pas l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. Ce n'est pas l'esprit de la démocratie. Donc il faut faire ce diagnostic et trouver les solutions. Les Béninois n'ont pas toujours vu les partis de l'opposition coopérer, agir ensemble. Est-ce que c'est donné que vous allez le faire ou ce n'est pas un problème, ce n'est pas important? Mais nous sommes ensemble. Nous n'avons pas réussi. Et restaurer l'espoir n'était pas à la rencontre du chef de l'État. C'est un choix. Restaurer l'espoir est libre d'y aller. Oui, mais c'est un choix. Ils ont opéré leur choix. C'est normal. FCBE, on ne connaît pas encore sa position clairement. Ils ont leur fonctionnement interne. Vous savez, depuis qu'on n'a pas réussi à créer un parti unique de l'opposition, nous avons un cadre de concertation de l'opposition, nous discutons. Mais chacun des partis continue de s'animer librement. Donc nous n'allons pas interférer dans la vie des autres partis politiques.
Mais nous avons un cadre de concertation et nous discutons, nous échangeons et nous prenons des décisions. Je crois que c'est important de le relever. Nous avons une contradiction principale qui est le régime actuel. Et c'est ça qui est le plus important. Comment faire pour régler la situation actuelle? C'est le plus important pour nous. Après, la vie continue. Après, le Bénin continue. Mais là, il faut sauver les meubles. Nous allons prendre à présent les questions des auditeurs. 64 44 02 44 66 75 72 72. Les deux numéros pour nous joindre. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Vigile Avancé. Vous êtes le tout premier auditeur. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sébastien Nyokosu. Oui. Je salue vos deux invités, Maître Kato et monsieur Donclam Abalo. Maître Kato, je vous salue et vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la nation béninoise. Parce que tous les procès que le gouvernement est en train de faire, vous les avez quand même prévenus. Merci beaucoup. D'abord. Merci. Et ma première question à l'endroit des politiques Donclam Abalo, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et au lieu que vous vous rendez au tribunal de première instance, vous vous êtes porté vers la Cour suprême. Qu'est-ce que la loi dit? C'est en ce qui concerne vos rejets de conformité au ministère de l'Intérieur. Parce que les rupturiers disent que vous vous êtes trompé de chemin. Au lieu d'aller au tribunal, vous vous êtes porté à la Cour suprême. Qu'est-ce que la loi dit et pourquoi vous avez fait ça? Deuxième question. Beaucoup de personnes sont en prison aujourd'hui. D'autres ont fui le pays. D'autres sont obligés de rester dans les marchés. Et est-ce que vous, parti politique de l'opposition, vous avez eu une idée du décret du nombre de tous ceux-là, tout au moins ceux qui sont en prison? Quelle assistance portez-vous à ceux-là ou bien ils sont déjà oubliés? Troisième question. Je sais que vous n'êtes pas à l'Assemblée 7e législative, mais quand même je vais poser la question si vous avez une réponse. Parce que les républicains disent que les lois que les aujourd'hui sont tous votés par les députés de l'opposition à l'unanimité. Et pourquoi ils sont contre ces lois aujourd'hui? Et pour finir, M. Kato, le procès contre Adjavon, Koumi, Zinsou, tous les présidentiels béninois maintenant voient qu'on trouve quelque chose pour eux. Qu'en dites-vous? Que pensez-vous de ces procès qu'on ici contre Sébastien Rossou? Bonne émission à vous. Merci à vous, Sébastien Rossou. Deuxième auditeur, bonjour. Vous êtes là, bonjour. Il est parti. Nous prenons donc effectivement le deuxième auditeur. Bonjour, il est aussi parti. En tout cas, 64 44 02 44 66 75 72 72. Les deux numéros pour nous joindre. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, depuis Fayon, m'appelle quelqu'un Robin. Oui. Et le président, au cours de sa dernière sortie, il parlait de la rencontre et de la relecture des lois qui ont entraîné la crise que nous traînons jusqu'à ce jour. Maintenant, on a compris qu'il a commencé avec la rencontre. Est-ce que ce n'est pas bon de passer d'abord à la relecture de ces lois qui nous ont entraînés dans la crise? Mais si la relecture est possible, est-ce que c'est faisable avec cette 8e législature? Deuxième question. Je m'adresse directement à Maître. Bonjour Maître, bonjour Maître. Bonjour. Je voudrais vous demander que chaque fois que vous venez, vous parlez de droit, vous insistez sur le droit. Je voudrais vous demander, Oui. Les livres de droit que vous utilisez, est-ce que c'est les mêmes livres que vos collègues utilisent ou bien votre école est à part de l'école de ses collègues? Je vous remercie. Merci. Troisième auditeur, bonjour. Ouais, bonjour monsieur le journaliste. Oui. Je m'appelle Panou Flora. Oui. Moi, j'ai une préoccupation. Je voudrais dire à l'invité de USL. Donc je voudrais lui demander, est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre au niveau de l'opposition? Et même si le pouvoir refuse de vous donner le certificat de conformité, vous pouvez vous entendre pour former une opposition. Pour former une grande opposition, c'est-à-dire un seul parti. Un grand parti, et ensemble, les élections, les échéances à venir là, on pourra commencer. Parce que le peuple ne peut pas se livrer. C'est ça, le peuple a peur. C'est quand le peuple n'est pas d'accord. C'est ce qui se passe. Le peuple n'est pas d'accord avec le pouvoir. Mais quand même, nous voulons que les gens s'entendent au niveau de l'opposition, qu'ils tairent. Merci. Il va répondre à votre question.
Quatrième auditeur, bonjour. Oui, monsieur Vigile, bonjour à vous. Bonjour. Donc, Amabalo, bonjour à vous. Bonjour. Maître Kato Atita, bonjour. Oui, bonjour. Emmanuel Avlessi, je vous appelle d'Agbalilamin. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'évolution de cette nation commune. J'aimerais demander ce qui se passe dans le pays actuellement. On porte tout ça là à qui? La première question. On fait quoi? On n'a pas bien entendu. Je dis tout ce qui se passe dans le pays actuellement. Les crises, voire tout cela qui. Et pour finir, je vais demander les arrestations qui ont eu, surtout du côté de l'université d'Agomé-Canabi, où on a arrêté des étudiants, des responsables étudiants hors du campus. Je dis, est-ce que les partis sont partis, les responsables des partis sont partis les voir les cellules? Parce que la semaine dernière, ce sont des étudiants même qui ont commencé par cotiser pour les responsables étudiants arrêtés parce que les situations ne sont pas du tout bonnes dans la cellule. Ce qui se passe est grave dans le pays. Est-ce que vous étiez partis les voir dans leur cellule? Merci beaucoup à vous. Nous allons devoir arrêter ou prendre un cinquième tout dernier pour avoir le temps de répondre à ces différentes questions. Mohamed me fait signe qu'on peut se limiter donc à ces 4 interventions. Non, un chanceux. Bonjour. Allô? Oui, vos questions. Bonjour, monsieur Doncla Mambalo. Bonjour. Bonjour, monsieur Maître Petro Atita. Merci, bonjour. Voilà. Je m'appelle Ganro Todé et Kanye. Allô? Allez rapidement à vos questions, monsieur Gautoli. Merci beaucoup. D'abord, je salue monsieur Doncla Mambalo pour son courage. Vous voyez, le président de la République, chef de l'État, sa dernière sortie, et il avait dit que, lui ne reconnaît pas les élèves politiques. Que pensez-vous dans ce que le chef de l'État a dit? Que pensez-vous de ça? Il dit, ceux qui sont en prison, qu'ils ont commis des délits, c'est à cause de ça, on les a arrêtés. Monsieur Doncla Mambalo, monsieur Maître Keto Atita, Oui. que pensez-vous de propos de chef de l'État? Autre question? Je vous remercie. Ok, merci. Bon dimanche. Nous revenons dans ce studio. Répondre à ces différentes questions, à Doncla Mambalo, par exemple, il est directement adressé la question de savoir pourquoi avoir fait l'option de la Cour suprême plutôt que du tribunal de première instance directement. Bon, pour nous, normalement, c'est une affaire passée. Mais il faut bien quand même en parler parce que la même loi qui parle du tribunal de première instance parle également d'une possibilité de recours à la Cour suprême. Nous étions partis sur le principe que l'USL est un parti existant, avec un récépissé. Nous n'étions pas dans la procédure de création de nouveaux partis politiques. D'accord? Et donc, en refusant de nous délivrer le certificat de conformité, nous considérons que le ministre de l'Intérieur a pris un acte administratif pour nous enlever un droit acquis. Nous avons attaqué l'acte administratif du ministre de l'Intérieur et nous l'avons attaqué devant la Cour suprême. C'est aussi simple que ça. La Cour s'est déclarée incompétente et nous a renvoyés vers le tribunal de première instance. Nous sommes allés au tribunal de première instance qui également a fait du déni de droit simplement. Et là, maintenant, sur cette procédure, nous sommes devant la Cour suprême. Donc, c'est aussi simple que ça. Un des membres du gouvernement a argué de cette situation. Vous tournez. Nous ne tournons pas. Nous suivons ce que... Ou vous faites tourner. Non, pas du tout. Ben, écoutez, on nous a dit que ce n'est pas la procédure. En fait, si. Nous faisons vous êtes allé là où vous devez faire, on vous a dit encore que ce n'est pas là. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, cette affaire est pendante devant la Cour suprême. Voilà. C'est ce que je peux répondre par rapport à ça. Maintenant, sur la question des détenus, vous savez, ce n'est pas bienséant, n'est-ce pas, de venir étaler à la face du monde ce qu'on fait pour tel ou tel détenu. Ce qui est certain... Est-ce que l'USL a ce jour des détenus encore bien sûr.
Et l'USL perd le lot tribut, il faut le dire. Non seulement l'USL a des exilés politiques, même si le président de la République ne veut pas le reconnaître, la France a reconnu au moins officiellement un réfugié politique. Et depuis 30 ans, je n'ai pas souvenance que notre pays a été stigmatisé de la sorte. Il y a eu un statut de réfugié qui a été attribué à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des réfugiés ou des exilés politiques qui existent. Et assistance à ces personnes-là, est-ce que vous allez les voir? Bien sûr, d'abord assistance juridique, parce que pour la plupart du temps, je parle sous le contrôle de Maître Kato Atita, les avocats qui défendent les détenus sont proposés, soutenus par les partis d'opposition. Il y a même des détenus qui nous refusent de venir les voir, simplement. Pourquoi? Pour eux-mêmes et pour nous-mêmes. Pour eux-mêmes et pour nous-mêmes. Mais... c'est leur créer de problème que d'aller les voir. Ah, mon ami, vous savez comment ça se passe dans le pays. C'est peut-être leur créer des problèmes, c'est peut-être nous créer également nous aussi des problèmes, mais heureusement qu'il y a toujours la possibilité d'être en contact directement ou indirectement avec les uns les autres. Mais je veux rassurer pour dire que on ne peut pas abandonner ceux qui vont à la lutte et qui, n'est-ce pas, sont maintenus dans les liens de la détention. Donc, par rapport Emmanuel Avlessi a parlé spécifiquement du cas des responsables étudiants qui sont dans des conditions anormales. Je vous ai dit tout à l'heure que les responsables étudiants ont envoyé des courriers aux formations politiques. J'ai parlé de 83 responsables qui ont signé une pétition, envoyée aux partis politiques, envoyée à des personnalités politiques. Donc, nous sommes totalement au courant des conditions de détention. Et nous profitons de votre micro. De quelles conditions on parle? Ils ne mangent pas ou c'est quoi? Vous êtes déjà allé rendre visite un jour à un prisonnier? Bien sûr. D'accord, vous avez vu comment ils sont. D'abord, les prisons ne sont pas appropriées. Les questions sanitaires ne sont pas réglées de la façon la plus optimale possible. C'est un choc psychologique en plus. Donc, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils ont énuméré les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Mais ça, c'est les prisons au Bénin par ailleurs. Oui, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Voilà. Donc, nous n'avons pas abandonné les uns les autres. Rassurez-vous par rapport à ça. Je vais peut-être laisser Maître continuer, mais avant... Vous avez plus de questions justement, mais donc répondez, allez à vos questions. D'accord. J'ai noté ici pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre. Mais il n'y a pas mésentente au niveau de l'opposition. C'est ça qui paraît un peu bizarre. Vous n'avez pas vu de mésentente. Comme je vous ai dit, il y a des cadres de discussion et de concertation chaque semaine. Et tous les responsables politiques de l'opposition se retrouvent pour discuter sur la contradiction principale. Après, on laisse tout ce qu'il y a comme contradiction secondaire ou tertiaire, ou tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas de figure, nous sommes dans une situation où on parle. Si on ne se parlait pas, j'aurais compris. Mais on se parle, et après, chaque parti politique, comme je vous ai dit, détenant son existence, continue, n'est-ce pas, de faire ce qu'il doit faire dans le sens de la volonté populaire. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Après... S'entendre, l'auditeur disait aussi, est-ce que ce n'est pas possible, pourquoi ce n'est pas possible que vous organisez pour créer un nouveau parti, tous les partis de l'opposition? Mais si le chef de l'État ou le régime a eu autant de facilité à effacer de la carte géopolitique tous ces partis qui existent, ce n'est pas lorsqu'on sera un seul parti que le président n'aura pas la facilité de nous effacer. Mais ce n'est pas exclu. Encore une fois, il ne me revient pas ici, dans ce studio, d'en parler. Si les leaders politiques le décident, ça va se faire. Peut-être que ça se fera. Moi, je ne sais pas exactement. Mais je ne sais pas si c'est réellement la solution. Elle est à envisager, elle est à discuter, étudier et tout le reste. Ce n'est pas fini avec vos questions. Les lois querellées, le pouvoir le chante, disait l'auditeur. Sébastien Yonrossou, que ça a été voté par la 7e législature et avec les députés de l'opposition. Non, j'ai suivi un débat ici sur Soleil FM où vous-même vous aviez rejeté cela. Ce n'est pas l'ensemble des députés de l'opposition qui ont voté cette loi. Et même le rapport de la commission de la CEDEAO n'a pas été véridique sur cet aspect de la chose. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les députés de l'opposition qui ont voté ces différentes lois. Et ce n'est pas vrai non plus que l'opposition ait boycotté les élections. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale le répéter récemment. Je trouve que c'est triste et désolant de continuer à dire que c'est l'opposition qui aurait boycotté
les élections. La commission de la CEDEAO également l'avait dit, mais heureusement elle a été reprise par la conférence des chefs d'État qui a constaté effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection inclusive. Donc en réalité, ces lois, nous voulons qu'elles soient relues totalement, mais pas par cette 8e législature, parce que pour nous, la 8e législature n'existe pas. Il n'y a pas d'assemblée pour nous. Le Bénin s'est arrêté à 7 législatures. Donc vous comprenez que celle qui est là n'est pas fondée à relire les textes, surtout que le président actuel de l'Assemblée nationale était celui-là même qui a porté la loi sur la réforme du système politique. L'opposition, je crois que les questions donc adressées à l'opposition sont ainsi épuisées. Le PR ne reconnaît pas les exilés. Qu'en pensez-vous? C'était la dernière question à l'opposition. J'avais répondu que les exilés existaient. Bon, maintenant, lui, il ne les reconnaît pas. Bon, il est dans son rôle, mais il y a des faits probants qui prouvent que des exilés politiques existent et des prisonniers d'opinion existent au Bénin. C'est un recul. À vous, président Maître Paul Kato Atita, une question qui m'a fait sourire. Les livres que vous lisez, l'école que vous avez faite, c'était différente des autres juristes. Oui, merci. Et avant d'arriver là, je vais voler au secours de M. Abalo rapidement sur une question de loi. J'ai entendu quelqu'un dire que les députés ont voté tous la loi, etc. Tout ça. Mais je voudrais que l'auditeur comprenne qu'en dehors de ça, même si tous les députés avaient voté la loi, le problème qui se pose dans le cas béninois et même dans presque tous les cas, c'est de savoir qu'une loi, le problème que peut poser une loi, cela dépend de l'application qu'on en fait. Donc tous les députés béninois pouvaient voter la même loi et dans l'application, il va y avoir des problèmes. On peut se décider à appliquer une loi contre quelqu'un, contre un groupe de quelqu'un, contre un groupe social donné. Parce que la loi s'interprète. Donc, si vous prenez les lois en question, je l'ai eu l'occasion de le dire également plusieurs fois, ces lois électorales pouvaient être appliquées sans qu'on ne soit dans la crise actuelle. C'est dans l'application qu'il a eu beaucoup de dérapages. Il n'a pas eu ce que nous pouvons appeler une application humaniste, une application bienveillante de la loi. La loi a été appliquée avec une rigueur telle que ça ne pouvait que porter du malheur à des gens donnés. C'est tout. Donc dans l'application, il faudrait voir plus le problème au niveau de l'application qui a été faite de la loi, de l'interprétation qui a été faite de la loi. C'est ce que je voulais ajouter. Qu'est-ce qui fait la différence de votre profil, de vos lectures avec les autres juristes? Demandait Robert Keke. Non, il n'y a pas de différence. Nous avions fait les mêmes écoles. Nous avons eu les mêmes enseignants, même enseignants en disant que les enseignants ont le même niveau de formation, les ouvrages sont les mêmes, vendus dans les librairies, etc. Et c'est tout, voilà. Et il n'y a pas de particularité. Je ne sais pas ce que voulait l'auditeur en posant cette question. Insinuait pas sa question, mais c'est les mêmes ouvrages, c'est les mêmes écoles, même universités, même formation. Voilà. Emmanuel Vessi demandait mais à qui on doit cette crise actuelle? Ça me permet de revenir un peu rapidement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est dans l'application de la loi. On a appliqué une loi d'une manière qui n'a pas tenu compte des réalités du pays. On a orienté la loi. Ça, nous sommes des juristes, des praticiens. Est-ce qu'une même loi, on peut l'appliquer différemment? Oui. Monsieur Virgile, excusez-moi. Je peux prendre le même article de loi et l'appliquer 4-5 fois différemment, selon les objectifs que je recherche. Ah oui, les juges le savent très bien, non, les avocats le savent très bien, l'application de la loi, l'orientation de la loi, les motivations que l'on recherche, qui sont derrière, les objectifs qui sont recherchés. Donc, malheureusement, nos populations analphabètes en plus grande partie, et analphabètes du droit, ne comprennent pas ça. Et c'est pourquoi nous disons également souvent à ceux qui sont pas de nous, que le droit n'est pas une science exacte. Il n'est pas exact parce que le vrai problème se trouve dans son application. Le juge, l'avocat peut donner une interprétation qu'il veut à une loi selon qu'il recherche tel objectif. Et il peut également, selon qu'il veut favoriser telle personne, il donne une application bienveillante à la loi, mais selon qu'il veut lui faire du mal, il donne une application rigoureuse à la loi.
Donc, c'est une question dans l'interprétation. Ouais. Et c'est ça qui donne lieu à ce que nous appelons chez nous la doctrine. La doctrine, les doctrinaires, les enseignants d'université qui sont là et que leur rôle est d'analyser l'esprit du juriste, praticien, l'esprit du législateur. Et vous ne verrez jamais dans un ouvrage qu'une disposition de loi native a été analysée sur une seule option. Il est analysé sur plusieurs, 4, 5, 8, 10 options. Telle option, telle orientation, parce que ça dépend de ceux qui sont chargés de son application et de là où ils veulent en venir. Donc il faut toujours se méfier de ça. Et c'est pourquoi on dit également, on va au procès, mais on ne peut jamais garantir de qui va gagner le procès. Donc là, Mabalo, on arrive au thème de cette émission. Oui, moi je voudrais, au nom du parti que je représente ici, avoir une adresse à l'attention des militants et militantes, sympathisants, amis, alliés, tout ça, pour dire que l'USL existe envers et contre tout, et envers et contre tous aussi. Parce que nous ne pouvons pas accepter de substituer, je le dis toujours, des documents légaux que nous avons déposés au ministère et qui nous ont valu un récépissé. Nous ne pouvons pas les substituer à des documents illégaux. Et ce que le ministère nous demande est totalement illégal. Ce que le ministère nous demande est ce qu'on a combattu il y a quelques mois et qu'on continue de combattre. Donc, je voudrais en appeler à la sérénité, au calme de nos militants et leur dire que la lutte continue. Maître Kato Atita, très rapidement. Je voudrais répéter que si un parti de l'opposition va à un congrès aujourd'hui pour se faire un congrès constitutif, c'est qu'il a accepté juridiquement de devenir un nouveau parti. Qu'il n'ait pas de doute dans l'esprit de ce parti qui aurait pris une telle décision. Il a accepté de devenir juridiquement un nouveau parti dont la vie commence à partir du jour où il a tenu ce nouveau congrès. Et que tout ce qu'il aurait fait avant, tout ce qu'il a fait serait que volontairement il a créé de troubles à l'ordre public sans motif juridique légalement protégé. Et ceux qui ont fait la démarche, les anciens partis qui ont fait la démarche après la phase transitoire, c'est-à-dire après le 17 mars. Les partis politiques, je crois, dans leur globalité, s'en tiennent à leur existence d'avant. Ils revendiquent une existence qui était avant. Et en cela, s'ils veulent toujours avoir raison de leurs revendications, d'exiger une reprise des élections, de tout ce qu'ils font écrire à la CEDEAO, écrire à l'Union africaine, partout pêle-mêle, etc., ce n'est que de demander leur rétablissement dans leurs droits. S'ils ne demandent pas le rétablissement dans leurs droits et ils vont à un nouveau congrès constitutif, ils sont un nouveau parti politique, alors là, ils auraient troublé le pays. Pour rien. Ils en répondraient. Merci à vous, Maître Paul Kato Atita, avocat, donc Lama Balo, porte-parole du parti USL. 2 invités dans cette émission qui finit ainsi. Merci à chacun, merci à tous de l'avoir suivi. Mohamed Liamidi a assuré la réalisation technique. Sans langue de bois, c'est encore